Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. On va commencer dans quelques minutes. Je vous invite à rejoindre vos sièges. La conférence va commencer dans quelques minutes. Je vous invite à rejoindre vos places. Je vous invite à aller vous asseoir. Salut Myriam, je vous invite à aller vous asseoir, on va commencer. Bonjour, je vous invite à aller vous asseoir, on va commencer. Super. Je vous invite à aller vous asseoir. Peut-être des sujets plus importants à traiter. Léo Vanille. Enchanté, je suis Raphaël. Du coup, on a enfin l'occasion de se rencontrer. On s'est sauté, c'est ça. Enchanté. Je vous reparlerai après pour faire connaissance, pas pour dire bonjour. Pardon. Bonjour. Bonjour, Raphaël. Ouais, très bien, merci vous. Bonjour à tous et à toutes. Je vous invite donc à vous asseoir, à prendre place. Nous allons commencer dans quelques instants. On a un programme bien chargé, serré, mais néanmoins très intéressant. Donc on ne va pas perdre de temps et on va rentrer dans le vif du sujet. Merci à tous d'être présents et présentes ce matin en nombre. Je suis Raphaël Benamou, je suis directeur général de la Fédération nationale de l'Autre Cercle et je serai votre animateur pour la matinée. Merci donc du coup d'être présent et présente pour la présentation de notre nouveau projet intitulé Parcours Jeunes LGBTQ+ 2025, inclusion des études vers le monde professionnel. C'est donc notre nouvelle enquête conduite par l'Autre Cercle avec le partenariat, le concours de BVA et naturellement avec le soutien de la DILCRA, du fonds de dotation Nos épaules et vos vies et de l'école florale Emova Group, du soutien que nous remercions chaleureusement puisque sans votre soutien, ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Pour la première fois en France, l'Autre Cercle a mené une étude inédite, une enquête auprès d'un panel représentatif de jeunes en voie d'accès au monde professionnel, à savoir les étudiants, mais également les jeunes en recherche d'emploi de moins de 25 ans, afin de dresser un état des lieux de la situation. L'objectif est clair, il est précis, et il y a 3 objectifs. D'une part, offrir une vision claire de la perception des jeunes concernant les actions de lutte contre les discriminations en milieu scolaire. D'autre part, analyser le climat d'inclusion LGBTQ+ vécu dans les environnements d'études, mais également lors des premières expériences professionnelles pour les stagiaires et les alternants et alternantes. Et enfin, dernier objectif, mieux cerner les attentes des jeunes envers leurs futurs employeurs, en particulier sur les sujets d'inclusion. Nous sommes vraiment ravis d'être avec vous ce matin pour vous présenter ces résultats qui sont passionnants et de les partager évidemment avec nos intervenants et intervenantes de haut rang. Avant cela, en guise d'introduction, je vais passer la parole à Monsieur Hott, délégué interministériel de la DILCRA, qui soutient ce projet parmi tant d'autres. Merci beaucoup. Monsieur le Président, cher Florian, Mesdames et Messieurs les membres de l'Autre Cercle, je veux saluer notamment les membres du bureau, chers amis, chers partenaires, qui êtes présents extrêmement nombreux ce matin et ça fait très plaisir de vous voir aussi nombreux pour la présentation de ce premier baromètre, comme vous venez de l'évoquer, que la DILCRA est extrêmement heureuse et fière d'avoir soutenu. C'est évidemment un baromètre indispensable pour éclairer les réalités du terrain sur un public bien spécifique que vous venez de rappeler, qui fait assez peu l'objet d'études et de sondages aujourd'hui. Et c'est aussi, je pense, l'un des grands apports de ce baromètre. Un baromètre, donc Parcours Jeunes, qui constitue un outil précieux pour mieux comprendre les conditions de vie et d'insertion des jeunes LGBTQIA+ dans notre pays. Il met en évidence un certain nombre de chiffres que je veux partager. Alors, je vais peut-être un peu spoiler la présentation, mais il y a quand même 3 chiffres que je voudrais évoquer à l'instant, moi, qui m'ont particulièrement marqué dans ce baromètre. Un tiers des jeunes interrogés
jugent leur établissement non LGBT friendly. Ce chiffre atteint 44% chez les jeunes de niveau bac ou inférieur. Par ailleurs, près de 60% des jeunes LGBT déclarent avoir été victimes ou témoins de comportements LGBT-phobes durant leurs études. Et enfin, à l'entrée dans le monde du travail, la visibilité diminue fortement, puisque seuls 48% des jeunes LGBT disent s'y sentir libres d'être eux-mêmes. Ces données nous rappellent que la sécurité, la reconnaissance et l'inclusion restent des enjeux bien réels dès les premiers pas dans la vie adulte. L'inclusion ne commence pas d'ailleurs à l'embauche. Elle se construit dès les bancs de l'école, car c'est dès les premières années de sociabilisation que se forment les repères, les sécurités et les possibles. Et une société inclusive se prépare donc dès l'enfance, et je sais que le président en dira quelques mots tout à l'heure. Si on veut des environnements professionnels respectueux, il faut des environnements éducatifs accueillants dès le plus jeune âge. L'école et l'entreprise sont ces deux piliers d'un même parcours d'un jeune dans l'entrée dans la vie active. Si l'un vacille, c'est toute l'égalité des chances qui chancelle. Ce baromètre permet également d'illustrer les attentes extrêmement fortes de notre jeunesse. 75% des jeunes déclarent en effet que l'engagement d'un employeur en faveur des personnes LGBT est un critère déterminant dans leur choix professionnel. 42% craignent que leur orientation sexuelle ou leur identité de genre puisse freiner leur insertion professionnelle. Et ces attentes sont claires, c'est une demande de sécurité, de respect, d'équité, sans traitement différencié, mais sans invisibilisation non plus. Parce que l'égalité ne doit jamais exiger l'invisibilité, parce que personne ne devrait avoir à dissimuler qui il est pour accéder aux mêmes opportunités. Car être inclus, ce n'est pas demander à être un traitement spécial, c'est pouvoir évoluer dans un environnement où l'on est respecté sans avoir à se cacher. Et on ne peut évidemment pas parler d'égalité réelle si celle-ci suppose de gommer une part de soi-même pour y accéder. Ce baromètre nous rappelle aussi évidemment, et je ne veux pas l'occulter, le chemin parcouru depuis maintenant plus de 30 ans à l'échelle de l'Europe, à l'échelle évidemment de notre pays, même si ces chiffres nous montrent aussi l'ampleur du chemin encore à parcourir. Devant nous, ils nous appellent aussi à la vigilance, l'extrême vigilance dans la période que notre pays, que l'Europe, que le monde connaît sur la défense des droits des personnalités qui sont des droits humains, des droits fondamentaux. Je veux à cet égard évoquer le contexte national qui est le nôtre, avec un certain nombre de chiffres qui sont ceux produits par le ministère de l'Intérieur et qui nous montrent que pour 2024, nous avons enregistré plus de 4800 infractions LGBT-phobes dans notre pays. 5% d'augmentation. Mais ces 5% d'augmentation s'ajoutent à une année 2023 qui avait déjà connu une augmentation, mesdames et messieurs, de 13% des actes LGBT-phobes. Alors bien sûr, ça peut être le début du commencement de la traduction d'une libération de la parole. Et il faut s'en réjouir. Peut-être que les gens ont moins peur, heureusement, d'aller frapper à la porte d'un commissariat, d'une brigade de gendarmerie pour déposer plainte. Mais ce n'est pas seulement le début de la libération de la parole, c'est aussi la traduction d'une banalisation, malheureusement, des propos et des actes LGBT-phobes dans notre pays comme à l'échelle de l'Union européenne, nous le savons. Alors, évidemment, ces éléments renforcent l'importance des dispositifs de mesure, comme ce baromètre, qui permettent aussi de capter à travers cet outil ce que les dépôts de plainte et ce que les chiffres du ministère de l'Intérieur ne peuvent pas traduire. Nous traduisons dans les chiffres et les statistiques annuelles des dépôts de plainte, des signalements, mais il y a tout ce que le public, les personnes LGBT peuvent ressentent, et dont elles peuvent être victimes sans pour autant avoir été déposées plainte. Et ce baromètre illustre et vient compléter évidemment ces statistiques que je viens d'évoquer. Alors il faut, je le disais tout à l'heure, avoir une extrême vigilance dans cette période. Il faut de la détermination, de l'énergie. Je sais que l'autre cercle n'en manque pas. Vous pouvez aussi compter sur la DILCRA, sur le gouvernement, sur l'État pour mener ces combats. Mener ces combats à travers notamment le plan national, vous le savez, pour l'égalité contre la haine et les discriminations anti-LGBT, qui a été co-construit avec les associations et notamment l'autre cercle, qui est un plan triennal de 2023 à 2026, qui est piloté par la DILCRA et qui inscrit d'ailleurs la collecte et la valorisation des données au cœur de sa stratégie. Je veux à cet égard juste évoquer 3 points. Le fait de pouvoir solliciter des organismes de formation les données relatives à l'exercice des formations réalisées en application du Code du travail. Mais c'est aussi poursuivre les échanges avec les éditeurs d'outils de gestion RH concernant la bonne prise en compte de la civilité et du prénom d'usage des personnes trans et de la lutte contre la transphobie, qui est aussi un enjeu majeur. Et enfin, c'est renforcer bien sûr la professionnalisation des CFA en matière de lutte contre les discriminations en promouvant les actions de sensibilisation et de formation des associations LGBT auprès des CFA.
Je voudrais aussi évoquer la mobilisation des moyens financiers de l'État en faveur des droits des personnes LGBT, notamment à travers un outil nouveau, majeur, que l'État soutient fortement depuis maintenant 2023, les centres LGBT QIA+, qui maillent l'ensemble du territoire. Il y en avait une trentaine en 2023. On atteint le chiffre de 59 aujourd'hui à l'échelle du pays. C'est plus de 10 millions d'euros qui ont été consacrés par l'État pour soutenir le mouvement associatif au cœur de nos territoires, dans les grandes villes, mais aussi dans un certain nombre de villes moyennes, avec un objectif de 2 centres LGBTQIA+, par grande région à l'échelle du pays. Notre objectif, et c'est à cet égard clair, permettre à chacun de vivre, d'étudier et de travailler dans un environnement respectueux, quelle que soit évidemment son orientation ou son identité. Et pour cela, je sais que nous pouvons compter évidemment sur l'autre cercle, qui est un partenaire solide et historique de la DILCRA, que l'État est évidemment très fier de soutenir et avec lequel l'État est très fier de travailler depuis maintenant plusieurs années, et qui s'est traduit d'ailleurs par un partenariat renforcé avec une convention pluriannuelle d'objectifs qui lie l'État, la DILCRA et l'autre cercle depuis maintenant 2024, avec un engagement financier porté à hauteur, Monsieur le Président, Monsieur le Trésorier, que j'ai vu, de 70 000 euros l'année dernière. Ce soutien permet notamment de développer la charte d'engagement LGBT+, auprès des employeurs, la plateforme des ressources en ligne et les actions de valorisation des rôles modèles, qui est un autre sujet important. L'autre cercle, par la qualité de ses travaux, l'ancrage de son action dans le monde professionnel, contribue de manière essentielle, décisive, à faire progresser l'inclusion grâce à la collecte des données, la sensibilisation et la visibilisation. Alors pour terminer, mesdames et messieurs, je voudrais une nouvelle fois remercier toute l'équipe de l'autre cercle et BVA, bien sûr, pour la production de ce baromètre qui n'est évidemment pas une fin en soi, mais un point d'appui. Il va alimenter la réflexion, je n'en doute pas, éclairer les décisions, inviter aussi à l'action, ce que ne manquera pas de faire le président. Il nous rappelle aussi que l'inclusion n'est jamais un acquis. C'est un travail permanent qui commence dès l'école, se poursuit dans chaque entreprise, chaque administration, chaque lieu de vie. Et à travers ma présence aujourd'hui et ces quelques mots, l'État réaffirme aujourd'hui évidemment son engagement à agir résolument avec l'ensemble des acteurs concernés, associations, employeurs, établissements de formation et collectivités locales. Car tous ensemble, nous portons évidemment un message simple. L'égalité n'est jamais une option, c'est un principe et une promesse. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Hott, délégué interministériel à la DILCRA. J'en profite pour vous dire qu'on va parler de quelques chiffres ce matin. On va avoir des échanges très passionnants, mais qu'en partant de cette conférence ce matin, vous pourrez tous récupérer un petit livret qui vous sera remis avec les principaux chiffres et les principaux enseignements qui pourront vous inviter à la réflexion et évidemment à l'action. Vous avez bien raison, Monsieur Hott. Je passe donc, on va passer à la première partie, première table ronde qui va traiter des grands enseignements de l'enquête Parcours Jeunes. J'ai un déroulé au format A4, A5, je ne suis pas, je le vois bien, mais la photocopieuse était mal réglée. Je vous propose de passer donc à la première séquence de notre conférence. Nous allons enfin découvrir ensemble les premiers grands résultats de cette enquête Parcours Jeunes. Pour cela, j'invite Steve Flanet, qui est directeur général BVA Consulting People, et Julien Ami, qui est directeur Grand Projet, chargé de mission Pôle employeur au sein de l'autre cercle pour cette première table ronde. Bonjour à toutes et à tous. Personnellement, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Très heureux aussi de pouvoir partager les résultats de cette enquête qu'on a menée depuis la fin d'année dernière. Quelques semaines de travail pour pouvoir aboutir à ce résultat dont on est très fiers. Et je suis ravi de le faire aussi en ta compagnie, Steve, pour ton accompagnement, l'accompagnement de BVA People Consulting ces derniers mois. Merci à toi et bonjour. Merci à toi, bonjour à toutes et à tous. Je suis également ravi d'être aujourd'hui parmi vous pour vous présenter en exclusivité ces premiers grands résultats et enseignements et pouvoir susciter derrière le débat, les échanges et l'action autour de ces problématiques. Alors on a beaucoup de chiffres à vous présenter ce matin, mais on a décidé de les présenter de manière thématique. Et pour commencer ce parcours qu'on va avancer ce matin ensemble, le parcours jeune tel qu'on a appelé l'enquête,
On va commencer par un constat. Un constat, c'est le monde en mutation dans lequel les jeunes vivent aujourd'hui, particulièrement en milieu scolaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Steve ? Oui, effectivement. On va voir au travers de cette présentation que beaucoup de choses se structurent autour d'un paradoxe, même de plusieurs paradoxes. Premier paradoxe qu'on peut mettre en évidence dans cette enquête, c'est que si les intentions en matière d'inclusion semblent de plus en plus nombreuses dans les organisations, les résultats de cette enquête mettent en évidence que les jeunes ont parfois du mal à voir ces intentions s'incarner dans leur quotidien, avec un climat d'agression et d'insultes qui est encore trop présent dans les organisations et notamment dans le monde scolaire. Quelques chiffres qui vont permettre de l'illustrer. Le premier, c'est que 8 jeunes sur 10 nous disent avoir déjà entendu des insultes LGBT-phobes dans leur environnement. Et si on regarde sur l'ensemble de leur parcours professionnel, c'est un jeune LGBTQ+ sur 4 qui nous dit avoir déjà été victime de comportements LGBT-phobes et 1 sur 2 qui nous dit en avoir déjà été témoin. Et si le plus souvent ces insultes, agressions ont lieu entre étudiants et étudiantes, un chiffre nous a interpellés quand même, c'est que dans un cas sur 5, ces actes LGBTQ-phobes sont l'objet du personnel éducatif ou des professeurs. Oui, tout à fait, effectivement. Et on leur a aussi posé la question pour savoir comment ils ressentaient la restriction des droits qu'on pouvait observer aujourd'hui dans le monde. Et ils sont 7 jeunes sur 10 à être inquiets de ces restrictions. Qu'ils soient LGBTQ+, ou non, c'est très important de le souligner, c'est un sujet qui amène de la peur auprès des jeunes. Maintenant que le constat de ce monde en mutation est fait, je vous propose de commencer le parcours jeune, en se posant une première question. Est-ce que les établissements scolaires sont-ils LGBTQ+ friendly ? On a déjà eu quelques éléments de réponse, mais on va rentrer plus en détail. Steve ? Effectivement, face au premier constat qu'on a pu dresser, vous ne serez pas surpris de voir que près d'un jeune sur 3 estime que son établissement n'est pas LGBTQ+ friendly, avec un écart très net en fonction du niveau de qualification. Vous voyez en dessous, vous avez les résultats en fonction du niveau d'études. Ce chiffre augmente très fortement dans le secondaire, 50% pour les niveaux CAP-BEP, 44% au niveau des bacs professionnels ou équivalents et 38% au niveau du bac général ou équivalent. Quand on regarde les résultats au niveau de l'enseignement supérieur, c'est des chiffres que vous n'avez pas ici à l'écran, mais on observe aussi des écarts notables en fonction des filières. Par exemple, quand on regarde du côté de la filière STAPS, on va avoir des taux qui vont être nettement supérieurs. On va beaucoup en parler aujourd'hui de la filière STAPS. Par rapport à ce qu'on peut voir du côté des langues ou des sciences humaines et sociales, par exemple. Effectivement, donc, un élève sur 3 ne considère pas son établissement comme LGBTQ+ friendly, mais c'est en partie parce qu'ils estiment à 41% que leurs établissements ne réalisent aucune action. Alors c'est assez surprenant, mais c'est leur ressenti à eux, et c'est ce qu'on partage ce matin. Pas d'événements inclusifs, pas de prise de position claire contre les discriminations au sein de leur établissement. Un chiffre qui nous a beaucoup surpris également, c'est que 58% des jeunes aujourd'hui quittent leurs études sans avoir été sensibilisés aux enjeux LGBTQ+. Je pose ça là, je pense que ça mérite réflexion et d'apporter des éléments de réponse, mais on aura une séquence dédiée sur les actions à mener. On continue notre parcours. On va passer maintenant à l'indicateur de la visibilité. Donc, est-ce que les jeunes s'autorisent à être eux-mêmes en milieu scolaire? En l'occurrence, nous, on a considéré que c'était à la fois un non-sujet, mais surtout baigné, encore une fois, d'autocensure. Effectivement, quand on regarde les résultats, on s'aperçoit que les jeunes LGBTQ+ adoptent plutôt une posture, on va qualifier de prudente au moment de se rendre visible et de faire leur coming out, par exemple, puisque une personne LGBTQ+ sur 4 nous dit dans cette enquête qu'elle ne se sent pas prête à faire son coming out au cours de ces années d'études, avec effectivement, comme tu le rappelais, une situation d'autocensure qui semble très présente, puisque pour une personne sur 2, le fait de ne pas se rendre visible fait suite à une peur d'être rejeté ou encore de se sentir illégitime du fait de se rendre visible. Complètement. Et quand on regarde effectivement cette visibilité, donc
on dit que 1 sur 4 ne seront pas visibles, ça veut dire que 75% seront visibles, ce qui est plutôt positif. Auprès de leurs camarades, c'est plus important, ils sont moins visibles auprès du corps enseignant, mais ils sont 81% visibles auprès de leurs camarades. C'est très contrasté quand on va regarder les régions et quand on va regarder les filières. Notamment, vous avez les chiffres qui s'affichent, mais en Occitanie, 91% de visibilité contre 54% en Normandie. Et pour les filières d'études, les filières santé, 93% de visibilité contre 44% dans les filières droit, éco, gestion. Il y a un point qui me paraissait aussi très important à partager avec vous. Je ne sais pas si vous faisiez partie des participants l'an dernier pour la présentation du baromètre LGBT+, de l'autre cercle, qui reviendra l'an prochain. Je fais un peu de teasing. On avait que globalement, les employés en France avaient un sentiment de malaise face à coming out à hauteur de 5-6% pour tous les sujets liés aux orientations affectives, donc LGB, et entre 16 et 21% sur les sujets d'identité de genre. Quand on a construit le questionnaire, naïvement, je me suis dit, les jeunes sont plus ouverts et on va avoir des résultats qui sont bien meilleurs qu'en milieu professionnel. Je vous laisse découvrir les chiffres, ils sont peut-être un peu petits, mais vous voyez qu'on est loin d'être aux alentours de 5-6% pour les orientations affectives, on est plutôt 3 fois plus. Et sur les sujets d'identité de genre, pareil. Ce qui est aussi très surprenant, c'est quand on découpe ces résultats par genre. Alors, on n'a pas mis les résultats des personnes non binaires, puisqu'ils n'étaient pas représentatifs, parce que pas assez de répondants-répondantes, mais on voit globalement que le sujet, par exemple, de coming out lesbien est aux alentours de 11%, il me semble. Pas trop de différence entre la jante féminine et la jante masculine. Par contre, regardez les résultats sur un coming out gay, et regardez les résultats sur le coming out trans aussi. C'est assez édifiant et je pense qu'on pourra aussi en reparler. Ça montre à quel point les actions de sensibilisation et de pédagogie sur ces sujets doivent être menées, et pas que dans le milieu professionnel, mais bien avant. Continuons notre parcours. On a parlé de LGBTQ+, friendly en termes d'établissement, on a parlé de visibilité. Parlons action. Est-ce que, quand les actions sont faites, est-ce que ça a un impact ? Effectivement, on s'aperçoit que les actions que peuvent mettre en place les établissements apparaissent comme un levier puissant dans le sentiment d'inclusion que peuvent avoir les jeunes. Il y a plusieurs chiffres qui l'expliquent là encore. Premier chiffre, 1 jeune sur 3 nous dit qu'il choisit son établissement scolaire en fonction de son engagement en faveur des personnes LGBTQ+, avec une place centrale qui est donnée et qui est mise en évidence par les jeunes à l'égard des associations étudiantes ou encore du corps enseignant, avec des marqueurs d'inclusion des personnes LGBTQ+, qui relèvent un peu de l'évidence, puisqu'on nous parle beaucoup de bienveillance et de respect comme marqueur d'un établissement LGBTQ+ friendly. Je vous fais un aveu, en fait, je vois rien là-bas, ça prouve que j'ai vraiment plus de 40 ans. Je vais prendre les slides ici. Effectivement, donc ce que tu viens de rappeler, on voit qu'aussi que quand des établissements font des actions, les indicateurs s'améliorent. On a une visibilité qui passe de 75% en moyenne à 80% quand les établissements font des actions. Et la mesure, le ressenti de LGBTQ-friendly attitude de l'établissement passe à 75% contre 66% en moyenne. Donc on a déjà un premier élément de réponse. Faire des actions, ce n'est pas juste joli, ça a un impact direct sur l'environnement d'études. On a vu un certain nombre d'indicateurs dans l'environnement, dans les environnements d'études. Je vous propose maintenant de passer aux indicateurs qui sont liés à ce qu'on a mesuré dans le monde du travail. Donc, quels sont les premiers pas de ces jeunes, les premiers contacts dans le monde du travail ? Steve. Donc, sur ces indicateurs, on va mêler deux situations. On va mêler un effet de projection, c'est-à-dire pour les jeunes qui sont en fin d'études, comment est-ce qu'ils se projettent dans le monde du travail, et pour une partie d'entre eux, ceux qui ont notamment eu des premières expériences professionnelles, que ce soit au travers de stages ou d'apprentissage par exemple, comment est-ce qu'ils ont vécu ou ressenti ce premier contact avec le monde du travail. Alors là encore, et ça a été rappelé tout à l'heure aussi par Monsieur Hott, on s'aperçoit que le monde du travail n'est pas encore perçu comme suffisamment LGBTQ+ friendly, puisque 6 jeunes sur 10 nous disent
qu'il ne l'est pas, ou en tout cas qu'il ne projette pas le monde du travail comme tel. C'est assez impressionnant de voir la perception des jeunes vis-à-vis du monde du travail. Donc ils sont 40% seulement à penser que le monde du travail est LGBTQ+ friendly. Point de comparaison, quand on a fait cette question auprès des employés en France, dans le baromètre 2024, ils étaient 77% à penser que le monde du travail l'est. Avant d'y rentrer, on n'a pas l'impression que ça le soit, donc bon, on en parlera tout à l'heure. Ça a un impact direct, cette perception, sur leur visibilité. Premier indicateur, on avait vu que 75% étaient visibles. Là, ils sont plus que 1 sur 2, moins d'1 sur 2 à se rendre visibles lors de leur stage ou alternance. Donc il y a un vrai, pardonnez-moi l'expression, on retourne dans le placard. On l'avait souvent entendu, cette mesure, mais là, pour une fois, on l'a vraiment expliqué. Avec, je pense, un double phénomène par rapport à ce chiffre, on l'a vu, qui est moins important que ce qu'on a vu tout à l'heure dans le milieu scolaire, c'est le vécu du jeune dans le milieu scolaire et la projection qu'il a du monde professionnel. Donc un double phénomène qui fait qu'on a ce recul dans la manière dont les jeunes envisagent de se rendre visibles ou non dans le milieu professionnel. Complètement. À côté de ça, ils sont seulement 21% qui envisagent d'être eux-mêmes pendant leur entretien d'embauche. Que 21%. Pour rappel, donc je vous disais 75 en moyenne, mais 81% auprès de leurs camarades. Et 17% ont déjà été victimes de comportements LGBTQ-phobes dans le monde du travail, en stage et en alternance. Donc c'est sûr que ce genre de situation n'aide pas à la visibilité pour la suite. Tu voulais ajouter quelque chose ? Excuse-moi, oui. Pardon, j'étais passé à la suite. Effectivement, on n'aide pas pour la suite et on s'aperçoit que 17% ont été victimes de comportements de personnes LGBT+, qui ont été victimes de comportements LGBTQ-phobes dans le monde du travail. Oui. Si on continue notre parcours, avant-dernière étape du parcours, on a mesuré quel était le sentiment sur les sujets d'inclusion. Le ressenti, est-ce qu'on en fait trop, est-ce qu'on n'en fait pas assez, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile, est-ce que c'est un critère de choix pour les employeurs. Donc là, je me tourne vers tous les responsables diversité, équité et inclusion. Je vous fais un peu de teasing, votre poste est utile puisque c'est un critère. Steve, je te laisse présenter les chiffres. Effectivement, on s'aperçoit que l'engagement des entreprises est primordial pour les jeunes, parce que si on neutralise l'effet rémunération qui parfois vient parasiter un certain nombre d'indicateurs, donc si on considère à rémunération équivalente, on s'aperçoit que 3/4 des jeunes nous disent que la politique antidiscrimination de l'organisation est important dans le fait de candidater, dans le fait de choisir leur futur employeur. Et ce sont 61% même qui mettent en avant la politique de lutte contre les discriminations LGBTQ-phobes au sein de l'organisation. Et c'est important de préciser que c'est tous les jeunes. Ce ne sont pas que les jeunes LGBTQ+, qui s'intéressent à ces sujets. C'est l'ensemble du panel qui est favorable, extrêmement favorable à l'engagement de l'employeur, en tout cas pour pouvoir choisir son futur employeur. 45% sont même prêts à poser la question en entretien. Ça aussi, c'est un élément important. Donc, quand on parle de processus de recrutement, d'avoir des annonces inclusives, de mettre en avant l'engagement d'un employeur pendant les premiers pas, les premiers entretiens, je pense que c'est une pratique qui est essentielle et qu'il faut continuer de faire. Pour celles et ceux, on a posé une autre question. On a posé une autre question pour savoir si les répondants/répondantes considéraient que être LGBTQ+ était difficile ou pas dans le monde professionnel. Alors, on leur a demandé de noter entre 0 et 10. La moyenne, c'est de 5. Donc, en gros, c'est pas terrible, mais c'est pas bon non plus. Et les principales raisons, selon eux, de cette difficulté de s'intégrer, c'est le rejet de la différence, qui est la tête du podium, les préjugés, mais également les discriminations rencontrées. Donc, les jeunes ont conscience qu'il y a un climat qui n'est pas favorable et que le monde du travail, potentiellement, peut continuer à projeter ce qu'ils voient aujourd'hui en milieu scolaire. Si on transpose cette échelle de notation dont Julien a parlé, ça veut quand même dire qu'une majorité de jeunes estiment qu'il est plus difficile pour une personne LGBTQ+, de s'intégrer dans le monde du travail que d'autres personnes. Tout à fait. Nous voilà arrivés à la dernière étape du parcours. L'engagement pour faire bouger les lignes. On leur a posé la question de savoir est-ce qu'ils, elles, YEL étaient prêts
prête à faire des choses pour que la situation change. Et je vous laisse découvrir les chiffres. Effectivement, et les jeunes sont prêts à prendre leur part et à faire bouger les lignes en s'engageant sur les sujets et la défense de la cause LGBTQ+ en entreprise, puisque 7 jeunes LGBTQ+ sur 10 nous disent qu'ils sont prêts à s'engager dans leur future organisation, avec un chiffre qui est aussi intéressant, c'est qu'on ne parle pas uniquement de la population LGBTQ+, puisque ce sont 6 jeunes employés non LGBTQ+ sur 10 qui seraient également prêts à s'engager sur ces causes au sein de leur organisation. Donc là, c'est la bonne nouvelle pour les réseaux Pride d'entreprise. Vous allez pouvoir avoir des futurs employés qui vont rejoindre vos rangs. Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas s'engager, il y a plusieurs raisons qui remontent. 40% ne le font pas par manque de légitimité, ils ne se considèrent pas légitimes de le faire, ou par désintérêt. Voilà. Tout simplement, bon, je ne vois pas l'intérêt. Mais 23% ne le font pas par peur que ce soit un frein dans leur carrière de s'engager. Et surtout d'être stigmatisé. Alors ça aussi, c'est un élément important. Je prends souvent l'exemple que dans les réseaux Pride, on a beaucoup d'hommes, de femmes, beaucoup de femmes alliées, très peu d'hommes alliés. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi ce frein-là? Je ne veux pas me rendre visible en tant qu'allié homme parce qu'on va penser que je suis LGBTQ+. Je vois beaucoup de personnes hocher la tête. Ce sera, entre guillemets, le mot de la fin pour ces enseignements. Merci beaucoup, Steve, pour tous ces riches enseignements. Merci à toi, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne fin de conférence. Merci beaucoup Steve et Julien pour cette éclairante table ronde. Pour continuer, je vais inviter Charles Roch à me rejoindre sur scène. Et d'ailleurs, nous aussi, Charles, on va s'asseoir un petit peu, puisqu'on va discuter. Charles est chargé de mission à l'Autre Cercle, expert de l'enseignement supérieur et de la recherche. Charles, tu as rejoint l'aventure de l'Autre Cercle il y a à peu près un peu plus d'1 an maintenant. Tu travailles au sein de l'équipe salariée et ton travail au quotidien, c'est d'accompagner les établissements d'enseignement supérieur dans leur engagement de signature de charte LGBT+, de l'Autre Cercle, spécifiquement dédié à l'enseignement supérieur. Tu es donc au contact régulier des établissements scolaires, mais également des étudiants que tu croises, que tu vois, que tu sensibilises au cours des différentes interventions que tu fais avec ces établissements. Aujourd'hui, on t'a proposé de participer à cette table ronde pour nous partager justement le vécu et le ressenti des étudiants et des jeunes plus largement vis-à-vis de leurs attentes concernant leur environnement scolaire d'une part, mais également vis-à-vis de leur futur employeur. Donc cette seconde section est consacrée maintenant plutôt aux attentes des jeunes et Charles va se faire leur porte-parole. Donc, pour nous partager les attentes des jeunes, on va s'appuyer sur 3 grandes données. Évidemment, les données issues de l'analyse réalisée par BVA, les données issues de ce que tu constates lorsque tu accompagnes avec les bénévoles la signature des chartes d'engagement de l'enseignement supérieur, et également les données issues du futur guide, puisque nous travaillons à l'Autre Cercle on travaille activement sur la sortie d'un guide dédié à l'inclusion des jeunes LGBT+ en milieu professionnel. Et c'est un guide qui sortira à l'automne prochain avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et donc, ces données viendront aussi alimenter ton propos. Peut-être qu'on peut commencer avec une question, sous forme de question. On constate dans les données de BVA que les attentes des jeunes vis-à-vis de leurs établissements sont très fortes en matière de sensibilisation. En effet, on a 33% des répondants et des répondantes qui attendent davantage d'actions de sensibilisation et de prévention surtout. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'intervenir au sein de cette conférence. Du coup, sur ce premier résultat, à la question pour les jeunes LGBTQ+, à la question quelles sont vos attentes vis-à-vis de votre environnement d'études, 33% ont répondu des actions de prévention. Donc là, je vais essayer de répondre avec ce résultat-là, mais aussi avec mes retours d'expérience que j'ai pu avoir dans le cadre de mes missions à l'Autre Cercle.
donc c'est-à-dire le déploiement de la charte d'engagement LGBT+, de l'enseignement supérieur. Donc vous le savez peut-être, mais on propose aux établissements de l'enseignement supérieur de signer notre charte en s'engageant sur un plan d'action avec des mesures concrètes à destination des étudiants, du personnel administratif et du corps enseignant. Et du coup, pendant ces réunions de travail, pour la préparation de la signature de la charte, j'ai régulièrement la chance en fait, de parler à des étudiants, des jeunes LGBTQ+, qui peuvent un peu m'éclairer sur quelles sont leurs attentes vis-à-vis de leur établissement, qu'est-ce qui leur manque, de quoi ils ont besoin, etc. Et de la même manière, du coup, notre mission, je suis en train de piloter du coup la conception d'un nouveau guide dont Raphaël a parlé, qui sortira à l'automne, donc qui sera du coup sur les jeunes diplômés LGBT+, et leur intégration dans le monde professionnel. Et là aussi, du coup, j'ai pu mener des groupes de travail avec des étudiants LGBTQ+, des jeunes LGBTQ+, et voir un peu quelles sont leurs attentes aussi envers leur établissement, mais aussi envers les employeurs. Donc, 33% de réponses pour du coup les actions de prévention. Qu'est-ce que c'est les actions de prévention? Donc, ça va être des actions de formation, des sessions de sensibilisation principalement, avec par exemple les jeunes LGBTQ+, on peut me donner comme idée l'intervention d'une asso LGBT par exemple dans l'établissement pour sensibiliser soit les autres étudiants, soit le corps enseignant, le personnel administratif. Ils m'ont aussi parlé pour ceux qui étaient dans des assos étudiantes LGBT+, du fait qu'ils savaient qu'il y avait des modules de e-learning prévus pour le personnel administratif, le corps enseignant, principalement réservés pour la prévention pour les VSS, donc violences sexistes et sexuelles, mais qu'il était possible de inclure dans ces modules de e-learning du coup les notions LGBT+, et pourquoi pas, c'est leur idée, les rendre obligatoires pour tous les personnels des établissements, et faire surtout un focus sur la transidentité, la non-binarité, qui restent des sujets, selon eux, qui sont très peu connus du grand public à ce jour. Il m'avait aussi parlé d'intégrer des notions de diversité et d'inclusion dans le cursus initial de formation des enseignants. Et comme autre idée, ils avaient aussi, par exemple, l'organisation d'une table ronde, l'intervention, par exemple, d'un ou d'une rôle modèle LGBT+, ou allié, honoré par l'autre cercle. Ça peut donner des discours inspirants et qui permet de rassurer les étudiants et les étudiantes LGBTQ+, sur le fait qu'une carrière est possible, même en étant trans ou même en étant lesbienne, par exemple. Donc, ce résultat, 33% pour les actions de prévention, ne m'étonne pas, puisque c'est le consensus du coup, que j'ai pu voir dans leurs réponses quand j'en discute avec eux, que la sensibilisation, c'est ce dont ils ont le plus besoin. Tout passe par la sensibilisation, ça permet de changer les mentalités, et c'est souvent la première porte d'entrée vers l'empathie, la compréhension, et des gens qui étaient sceptiques avant, qui en ressortent plus éduqués. Et surtout, ce qu'ils m'ont dit, c'est faire un vrai focus sur la transidentité, puisque les enseignants, le personnel administratif ne connaissent pas forcément ces enjeux-là. Voilà. Merci beaucoup, Charles. Également, dans le cadre de cette enquête Parcours Jeunes, nous avons interrogé les jeunes sur leurs attentes vis-à-vis de leur futur employeur dans le cadre de leur première expérience professionnelle. Les résultats nous ont permis à nous de mieux cerner les leviers d'action, et on vous les partage aujourd'hui parce que c'est sans doute ce qui va favoriser une transition sereine entre le monde des études et le monde professionnel. Est-ce que toi qui as analysé ces résultats en détail, est-ce que tu peux nous partager les principaux enseignements et surtout les principales attentes des jeunes quant à leur premier employeur? Ouais, bien sûr. Là, du coup, je vais me baser, donc, comme je vous ai dit plus tôt, sur les retours que j'ai eus des étudiants lors des groupes de travail que j'ai menés pour la conception du nouveau guide de l'autre cercle. Dans ces groupes de travail, du coup, il y avait un groupe de travail avec des étudiants, des étudiantes, des membres du personnel administratif des établissements, des employeurs. Et pour la partie étudiant, on essayait de trouver des recommandations pour les employeurs, en fait. Donc, la question, c'était quelles sont vos attentes? Qu'est-ce qui vous rassurerait à votre entrée dans le monde professionnel pour être sûr que vous pourrez être visible dans un environnement safe, etc., en arrivant en entreprise. Et du coup, j'ai aussi vu dans les résultats de l'enquête du coup qu'on présente aujourd'hui qu'à la question pensez-vous que le monde du travail est LGBT friendly, on a eu quand même
globalement 60% de réponses négatives, en gros, ce qui en dit long du coup sur ce qu'ils pensent du monde professionnel. Le premier résultat du coup qui était le plus plébiscité par les répondants et répondantes jeunes LGBTQ+, c'est au niveau de leurs attentes des sanctions en cas de propos LGBT-phobes. Donc avec un résultat de 58%. Donc ça, c'est une très grande préoccupation des jeunes LGBTQ+. Ils ont pu m'en parler pendant les groupes de travail. En fait, ils savent que pendant leurs études, souvent, il y a des dispositifs de signalement qui existent dans les établissements, mais ils ne savent pas vraiment comment ça se passe en fait en entreprise ou dans le monde professionnel de manière générale. Et donc, ils ont peur en fait qu'il n'y ait pas de dispositifs qui soient mis en place dans les entreprises ou quoi que ce soit. Et c'est quelque chose qui est indispensable pour se sentir safe dans une entreprise, dans une administration. Et ça leur fait du coup se dire qu'il y a toujours une solution si quelque chose se passe, s'il y a une discrimination LGBT-phobe qui est subie, de pouvoir du coup le signaler et de pouvoir avoir des sanctions pour la personne qui a perpétré du coup cette discrimination. Donc je leur ai demandé du coup, selon vous, qu'est-ce qui pourrait être mis en place au sein de ces entreprises pour que les sanctions soient respectées. Du coup, il y avait par exemple rendre plus visibles les dispositifs de signalement avec plus de communication sur Internet, réseaux sociaux, intranet, affichage dans l'entreprise. On avait aussi la communication, par exemple, publique des sanctions qui ont été données, en anonymisant évidemment les personnes, mais pour montrer que ces dispositifs de signalement marchent en effet. Et visibiliser encore plus les référents en entreprise. Donc des fois on a des référents inclusion, référents LGBT, référents VSS, que leurs contacts, leurs noms soient vraiment mis en avant sur le site, l'intranet, peu importe, parce que souvent les gens ne savent pas à qui s'adresser en fait. Et du coup tout ça permet de créer un environnement bienveillant et le plus safe possible du coup pour les nouveaux arrivants en entreprise. Le deuxième point, à 54% du coup dans les résultats, c'est l'égalité dans les procédures RH. Donc là, on parle de recrutement et de gestion administrative. Au niveau du recrutement, les jeunes LGBTQ+ m'ont dit que ça les rassurait beaucoup quand une entreprise, par exemple, mettait un petit écriteau dans leur offre d'emploi où ils disaient qu'ils ne faisaient pas de discrimination en fonction de l'origine ethnique, l'orientation sexuelle et affective, l'identité de genre, etc. Parce que ça leur montre que l'entreprise est au courant de ces enjeux-là et que déjà ils ont fait quelque chose directement dans l'offre de poste. Et ce qui leur importe aussi beaucoup, c'est la prise de parole pendant un entretien, par exemple de la personne qui fait passer l'entretien, qui va pouvoir dire en introduction, par exemple, il n'y aura pas de discrimination, etc. en fonction de ceci, cela, cela. Nous sommes signataires de la charte de l'autre cercle, par exemple, etc. De donner un peu, avant de commencer l'entretien, de lister un peu les engagements de l'entreprise. Et les jeunes m'ont dit aussi qu'ils posaient énormément, que ça arrivait beaucoup de poser la question en entretien directement. Est-ce que vous avez des engagements sur l'inclusion LGBT+? Est-ce que vous avez des engagements pour les VSS par exemple? Et que j'ai eu des retours d'entreprises aussi, d'employeurs qui m'ont dit que en effet c'était une question qui était de plus en plus posée en entretien. Donc c'est que c'est vraiment une attente des jeunes. Ça c'est clair. Et au niveau de la gestion administrative, on sait aujourd'hui qu'il y a des employés LGBTQ+, qui par exemple n'osent pas mettre leur conjoint de même sexe sur leur mutuelle. Ils n'osent pas prendre leur congé de mariage parce que du coup il va falloir donner un justificatif qui pourrait du coup révéler leur orientation sexuelle, leur identité de genre. Et donc ce dont je parlais en fait aux jeunes LGBTQ+, c'est qu'on conseille aux entreprises et aux établissements de l'enseignement supérieur par exemple, de mettre un point d'orgue vraiment à la confidentialité de ces documents-là, de ces justificatifs qui sont donnés au RH, et de faire attention que ces justificatifs qui peuvent être révélateurs de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre ne passent jamais par le N+1 par exemple, mais principalement directement par le service RH. Ensuite, on avait du coup à 34% les actions de prévention. Donc là, c'est toujours de la sensibilisation en entreprise. Du coup, les jeunes ont pu me parler de onboarding. Par exemple, quand un employé arrive dans une entreprise, que le manager, par exemple, explique qu'il y a un dispositif de signalement, comment s'en saisir, est-ce qu'il y a un ERG Pride, par exemple, quels sont les référents en cas de problème.
On a du coup les modules de e-learning dont je vous ai parlé plus tôt, qui peuvent être mis en place et rendus obligatoires pour tous les nouveaux arrivants en entreprise. Il y a des entreprises également qui, à l'arrivée d'un nouvel employé, donnent un guide des informations pratiques avec toutes les infos sur les dispositifs de signalement, les référents, les ERG, tous les contacts possibles et inimaginables en cas de problème. Et évidemment, cette identification des référents et de l'ERG qui est très importante du coup, puisque j'ai eu des retours d'employeurs qui me disaient qu'en fait, ils savaient qu'il y avait des référents en VSS par exemple, mais qui ne savaient pas qui c'était, qui ne savaient pas où trouver l'info, ni leur contact. Et enfin, la reconnaissance et l'utilisation du prénom d'usage en 4e position à 42%. L'utilisation du prénom d'usage est en théorie possible dans tous les établissements dans l'enseignement supérieur en tout cas, et donc ils ne savent pas forcément, les jeunes, si c'est quelque chose qui se fait aussi en entreprise, s'ils n'ont jamais travaillé dans le monde professionnel. Du coup j'ai vu avec eux et ils m'ont donné des idées par exemple qui pourraient être mises en place en entreprise, des formulaires inclusifs avec la suppression par exemple de sexe masculin, féminin, ou en tout cas l'ajout d'une 3e case non binaire. La possibilité également d'inscrire son prénom d'usage directement dans les formulaires administratifs, comme ça peut être utilisé partout, adresse mail, carte d'accès, porte du bureau, etc. Et ça permet du coup, pour les jeunes LGBTQ+, qui utilisent un prénom d'usage, de ne pas revenir au placard en arrivant en fait, dans le monde professionnel, puisqu'ils pourront continuer à utiliser le prénom qu'ils utilisaient dans l'enseignement supérieur, en entreprise également. Et dans les autres réponses qui ont été plébiscitées par les jeunes LGBTQ+, on avait les toilettes non genrées, la féminisation des noms de métiers, des titres et des fonctions, les pronoms et l'utilisation du point médian dans les communications, la prise de parole de la direction, très important également, et l'utilisation des pronoms dans les différents outils de communication. Voilà. Merci beaucoup Charles, c'est très clair. Donc on récapitule, un dispositif de signalement clair et hautement porté, des sanctions en cas de discrimination ou de comportement LGBT-phobe, une égalité de traitement dans les processus RH, des actions de prévention encore et toujours, et enfin une reconnaissance des pronoms d'usage pour les 4 grands items qu'ont révélé cette enquête BVA. Un grand merci Charles parce que tu as su être très rigoureux et très clair dans tes propos. Merci d'avoir porté la voix de cette génération. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la troisième et dernière partie de cette conférence avec une seconde table ronde. On vient de vous parler des attentes. Je vous propose maintenant qu'on parle des leviers d'action possibles face à tous les constats qu'on vient de partager. Parce qu'effectivement, il faut toujours et encore agir, comme vous le disiez tout à l'heure. Et pour cela, j'invite à nous rejoindre sur scène Charlène Broche-Lebouvier, responsable diversité et inclusion du groupe Carrefour. J'invite également Chloé Moore, chargée de mission égalité et droit LGBT+, lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Guillaume Savoie, vice-président de la Fédération nationale de l'Autre Cercle et co-responsable du pôle employeur de l'Autre Cercle. Et enfin, Frédéric Voirin, responsable expérience étudiant du groupe Omnes Éducation. Bonjour à toutes et à tous, merci Raphaël, bonjour à vous et merci d'avoir accepté de participer à cette table ronde intitulée Parcours Jeunes 2025, les leviers d'action on va chercher dans cette table ronde à illustrer la première partie qui sont la présentation des résultats et la deuxième partie que vous avez eu l'occasion d'entendre par Charles sur les attentes aussi de cette jeune génération sur leur environnement d'études et leur environnement de travail. Je suis ravi d'animer cette séquence à vos côtés. Alors on vient justement de découvrir les grands enseignements de l'enquête et notamment le climat ressenti dans les environnements d'études. Ça va être la première partie de notre table ronde. Sur ces grands enseignements, on a un niveau d'agression qui est important, qui est même préoccupant. On a des propos et des insultes LGBT-phobes qui sont globalement, malheureusement, omniprésentes. Chloé, justement, pouvez-vous nous éclairer sur les actions portées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour lutter contre ces discriminations ?
Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup pour l'invitation et je remercie vivement BVA et l'autre cercle pour le travail d'enquête qui nous apporte des éclairages précieux et qu'on ne manquera pas de valoriser au sein de nos réseaux. Effectivement, le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche porte une politique de lutte contre les LGBT-phobies qui se structure dans le cadre de l'action gouvernementale de la DILCRA et des plans d'action qui sont portés, des plans nationaux qui sont portés depuis 2017. Et le ministère a mis en place un certain nombre d'actions dès 2015 avec des campagnes d'affiches et de sensibilisation, mais c'est réellement saisi, en tout cas renforce son action depuis 2023 en dédiant un poste spécifiquement dédié, en créant un poste spécifiquement dédié à la lutte contre les LGBT-phobies, qui est le mien, et qui s'articule avec la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. On est donc investi et engagé sur plusieurs actions du plan interministériel, et notamment l'axe qui vise à mesurer les phénomènes de LGBT-phobie. Pour nous, ça a été très important de se saisir de cette question dès mon arrivée sur ce poste. Pourquoi ? Tout d'abord, ça a été soulevé, on manque de données nationales qui nous permettent d'éclairer nos politiques publiques. C'est un travail qu'on a fait cette dernière année avec l'Observatoire national de discrimination dans l'enseignement supérieur et la chaire LGBTQI+, pour produire de nouvelles enquêtes. Donc il y a 2 enquêtes qui sont en cours d'élaboration, dont les résultats seront publiés en octobre prochain sur les expériences et les vécus des jeunes LGBTQI+, dans l'enseignement supérieur et sur l'utilisation du prénom d'usage. Mais on a aussi souhaité outiller les établissements d'enseignement supérieur dans cette collecte de données, dans l'idée où enquêter est souvent la première étape pour construire une politique et est un levier d'action essentiel et au-delà de l'apport scientifique des données, permet également de sensibiliser. On le voit sur les établissements qui ont pu porter des enquêtes locales. Souvent, ça a été un levier d'action de sensibilisation, de visibilisation des thématiques et également de communication sur les dispositifs existants. Charles a parlé des dispositifs de signalement qui sont obligatoires depuis 2019 au sein des établissements publics. Ça permet également de communiquer sur ces dispositifs de signalement qui prennent en compte les violences et les discriminations LGBT-phobes. Merci Chloé. Parmi les actions que vous soutenez notre association et notamment la charte de l'enseignement supérieur, la charte d'engagement LGBT+ de l'enseignement supérieur qu'on a lancée il y a quelques années maintenant. Et parmi nos derniers signataires figure le groupe Omnes. Frédéric, vous êtes responsable de l'expérience étudiant au sein du groupe Omnes. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le groupe Omnes et les actions qui sont portées par les établissements de votre groupe d'enseignement ? Avec plaisir, bonjour à toutes et tous. Merci de nous recevoir aujourd'hui, on est très heureux d'être présents. Donc, le groupe Omnes Éducation est un groupe d'enseignement privé qui regroupe une quinzaine d'écoles réparties sur une vingtaine de campus en France et à l'international. On a des écoles de communication, de création, d'ingénieurs, de management, de commerce, de sciences de la donnée et de sciences politiques et de relations internationales. Donc on a vraiment un scope très large. Et on forme à peu près 40 000 étudiants, donc 15 000 alternants chaque année, ainsi que des cadres en formation continue. On présente directement les actions mises en place, parce qu'en fait, on est très heureux donc, de rejoindre officiellement en tant que signataire la charte d'engagement LGBT+. C'est aussi la reconnaissance d'un travail et du sérieux d'opérations mises en place ces dernières années au sein de nos écoles. Puisqu'on est autour du parcours, nous, on parle de parcours étudiant. Ici, on a des parallèles qui sont assez évidents. Donc, au sein de nos écoles, on déploie un parcours qui débute avant même que les étudiants soient officiellement étudiants. Donc, ça commence dès les admissions avec la sensibilisation des jurys d'admission autour des questions des personnes LGBTQ+. Ça passe par un rappel des bonnes pratiques, éviter de dire madame, monsieur, demander par exemple à la personne comment elle souhaite se pronommer, c'est-à-dire si elle préfère il, elle, yel, pas de pronom. Et ça se poursuit ensuite en école avec une signature officielle des règlements pédagogiques qui présente et qui inclut des mentions relatives aux personnes LGBTQ+.
qui présente aussi tous les dispositifs de prévention antidiscrimination au sens large, donc racisme, antisémitisme, etc. On a, et je voulais amener à titre d'exemple, on a édité avant de rejoindre votre charte, on avait édité aussi avec l'aide des étudiants une charte éthique de l'apprenant, et je vais me permettre très rapidement de vous lire un peu les principes et valeurs pour que vous compreniez l'approche initiale. Donc ça indique que les écoles du groupe Omnes appliquent les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité et laïcité. Et en termes d'égalité de traitement et de non-discrimination, on considère que c'est des valeurs donc, fondamentales de notre groupe. Aucune discrimination, notamment liée au sexe, au genre, à l'orientation sexuelle, ne saurait être tolérée dans l'expression ou acte au sein du groupe Omnes. Donc on est complètement aligné avec la charte d'engagement LGBT, QI+. On a une tolérance zéro en fait, pour les violences et les discriminations, pour faire un résumé un peu express. Et tout type de comportement s'y assimilant entraînera en fait une convocation à des conseils de discipline. C'est écrit, c'est mentionné, ça c'est signé par les étudiants dès qu'ils arrivent, donc ils sont au courant de ça. Donc je suis assez content parce que ça rejoint les propos que tenait Charles. On est plutôt bien là-dessus. Et je vais juste vous lire avec les mots des étudiants le premier article de cette charte qui s'intitule « Respect des personnes, égalité de traitement et non-discrimination ». Donc c'est plus large que les personnes LGBTQ+, mais ça présente bien les choses. Traiter ses camarades, enseignants, personnel administratif et technique et avec respect, courtoisie et bienveillance. Signaler tout acte de harcèlement ou toute forme d'intimidation envers quiconque dans la communauté éducative. Contribuer positivement à un environnement inclusif où chacun se sent valorisé et respecté, y compris sur Internet. Parce que là, on a beaucoup parlé de comportement physique, voilà, mais on oublie assez souvent le cyberharcèlement qui lui aussi présente évidemment des cas de LGBTQP-phobie. Voici. Ensuite, donc on a l'intégration dans vos processus très normés autour de la charte d'engagement de l'autre cercle. Au moment des rentrées, donc il y a les amphis de rentrée, on a les rappels donc, des règlements et de la charte que je vous ai mentionné, on a les présentations des dispositifs de prévention et notamment des VSS, on a les présentations de la plateforme de signalement, de tous les ambassadeurs, parce qu'il y a un réseau qui est très large, qui va des présidents de BDE qui sont formés spécifiquement à l'inclusion des personnes LGBT, QI+, les référents VSS qui eux sont des personnels administratifs qui sont présents sur tous nos campus. On a des organigrammes qui sont bien présentés pour exposer quelles sont ces personnes à qui on peut s'adresser. Les responsables scolarité ainsi que les responsables vie associative sont aussi en renfort de ces personnes-là. Donc on a un maillage assez large qui va de la vie étudiante jusqu'à la direction de l'école, pour faire simple, qui est très, très mobilisé. En cours d'année, on fait également des formations via des modules sur l'intranet, que ce soit pour les personnels administratifs comme pour les étudiants. Donc, c'est des modules de sensibilisation et de prévention contre les discriminations. Alors, nous, ça se présente sous la forme de 3 fois 1 heure, très storytellé sur l'histoire d'un parcours d'une personne qui est discriminée. Et donc, ça sensibilise par, comme on l'a dit précédemment, l'empathie, le respect, la réaction et ces choses-là. On met à disposition aussi un kit ressources avec un lexique spécifique sur les sujets LGBTQI+, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire être cisgenre, qu'est-ce que c'est le non-binaire, qu'est-ce que c'est une personne trans, et comment on doit pouvoir s'adresser à elle en restant dans le respect. Je l'ai déjà dit, mais on a aussi donc une plateforme de signalement en cas de souci. Elle est accessible sur Internet, librement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc tout étudiant peut s'en saisir quand il le sent. Et en parallèle de ça, on oublie de le préciser, mais c'est très important, on met également en place le suivi psychologique étudiant. Alors pas que pour les personnes LGBTQIA+, mais dans ce cadre-là, en général, quand il y a des incidents, c'est très important d'être aussi suivi et on prend en charge les frais via notre groupe. Donc c'est gratuit pour les étudiants, évidemment ça a un coût pour nous, mais c'est gratuit pour les étudiants. Et enfin, on a tout le réseau de la vie étudiante qui, au fil de l'eau, au fil de l'année, produit des événements. Et nous, en tant que groupe, donc cette fois-ci plus pour le côté marque employeur, entreprise, on a également des événements récurrents de RSE. D'ailleurs, je ne l'ai pas redit, mais toutes ces actions en fait, sont conjointes entre les directions RSE, direction des ressources humaines, direction de scolarité et direction globale de toutes les écoles.
Merci Frédéric. Toujours dans cette idée de parcours, ces jeunes, justement, de plus en plus d'ailleurs, pendant leur parcours scolaire, accèdent à des environnements de travail, que ce soit à travers des stages, des alternances, des premiers emplois. On l'a vu, les chiffres ne sont pas positifs. C'est 17% de ces jeunes qui ont été victimes de comportements LGBT-phobes. Et en même temps, il y a une vraie attente sociétale de ces jeunes, puisque 75% considèrent que c'est un critère important pour choisir aussi leur employeur, que leur employeur a une politique de lutte contre les discriminations. Et ce chiffre m'a marqué aussi personnellement, c'est 45% qui sont prêts à poser la question en entretien. L'entretien, c'est plutôt un cadre où on parle en général de façon cliché de salaire et de mission, mais on a une vraie attente aussi de ces jeunes sur ce sujet. Et justement, Charlène, vous êtes responsable diversité et inclusion du groupe Carrefour. Comment vous réagissez par rapport à ces propos et ces chiffres que vous avez entendus sur l'expression aussi de ces jeunes et leurs attentes, et quelles sont les actions que vous menez au sein du groupe Carrefour pour y répondre? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Très intéressant tous les chiffres qu'on a pu voir. Merci Charles. Parce que du coup, ça nous aide dans nos axes de travail et aussi pour savoir si on est à l'attendu. En tout cas, chez Carrefour, chez nous, les jeunes, on sait qu'ils ont de fortes attentes vis-à-vis des futurs employeurs, encore plus parce que nous, on est du retail. Donc, on n'est pas qu'un siège, on est des magasins, des entrepôts. Et comme tout le monde a un gros turnover avec des heures décalées, avec beaucoup de choses. Donc oui, on a besoin de recruter. Mais en tout cas, oui, on sait que leur attente est forte sur le poste et sur le salaire, mais surtout sur les valeurs de l'entreprise et sur les engagements qu'on peut prendre. Et ensuite, à la manière dont ils vont vivre au sein des diverses entités que l'on peut proposer chez Carrefour. Donc, chez nous, la diversité et l'inclusion, vous savez, si vous allez sur carrefour.com, vous verrez tout ce qu'on peut faire en termes de D&I. Mais ce qui était important pour nous, et on l'a fait en 2024, on a reformé 93% de nos cadres au recrutement afin d'éviter les discriminations, parce que c'est bien de temps en temps de faire des piqûres de rappel, et puis parce que c'est aussi pour se remettre en question. Mais c'était aussi d'être attentif à la manière dont ces personnes ensuite, ces jeunes, allaient être intégrés au sein de Carrefour. Donc il faut savoir que l'intégration pour nous est importante. Bon, je pense qu'on l'a tous vécu. Si on est mal intégré, on n'a pas envie de rester. Le but, c'est qu'ils restent, mais qu'ils ne voient pas simplement du court terme, mais qu'ils voient aussi du long terme. Puisque bien entendu, on va leur proposer aussi des programmes qui vont pouvoir avoir une évolution en interne et pouvoir faire évoluer et leurs compétences et leur personnel par des formations et aussi accéder à d'autres postes. Puisqu'il faut savoir qu'on a quand même 300 métiers, ce qui n'est pas une paille. Et on a de tout, du COMEX jusqu'à l'employé caisse, l'employé de service. Mais en tout cas, chez nous, ce qui est important, c'est les compétences. Et ça, c'est important de le rappeler. C'est pas sur le genre, c'est pas sur l'âge, c'est pas sur le handicap, c'est pas sur l'orientation sexuelle et religieuse, c'est sur les compétences. Et il faut savoir qu'on a quand même 60 à 70% d'évolution interne, ce qui montre que nous, la méritocratie, c'est important et pas simplement le bagage. Et sur ce, lorsqu'ils sont intégrés, la première chose que l'on donne à tout le monde, c'est un guide. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de savoir où tout est, qui est votre chef, qui est votre grand chef, et puis aussi de savoir comment on s'inscrit dans le handicap, comment on s'inscrit avec les LGBTQ+, comment on s'inscrit avec si jamais il nous arrive quelque chose. En tout cas, on a des lignes qui sont dédiées aussi si vous avez besoin de signaler quelque chose, que ce soit de la discrimination, du sexisme, du harcèlement. Et sur les LGBT, on a fait plus, c'est-à-dire qu'on a fait un guide déjà pour réexpliquer ce que voulait dire LGBTQ+, l'air de rien. Voilà, c'est important le lexique, tout à fait. Et c'est aussi des rôles modèles. Nous, on a des gens qui ont dit « je veux, je peux ». Et donc, on a des rôles modèles LGBT qui sont des directeurs, qui sont des managers, qui sont des employés. Mais en tout cas, ils sont tous présents et ils ont une adresse mail sur laquelle les gens peuvent les contacter. Parce que oui, moi je suis responsable LGBTQ+, mais on n'a peut-être pas envie d'envoyer un mail à Charlène, mais on va peut-être envoyer un mail au rôle modèle parce qu'ils ont vécu, ou alors on a des questions où on se sentira en confiance pour pouvoir leur poser.
Et ça, c'est très important. On fait beaucoup d'animations avec eux, on fait beaucoup de partage avec eux, parce que c'est important du recrutement comme l'intégration, à ce que le message y soit clair du début jusqu'à la fin. Et après, au fur et à mesure, de pouvoir aussi, par les animations, rappeler que oui, on est dans le respect de chacun, que pénalement, et ça c'est important de le rappeler, on ne peut pas dire et faire ce que l'on veut. Et du coup, ça s'inscrit vraiment dans nos gènes. Je pense que chez Carrefour, j'insiste vraiment, la compétence, le fait que lorsque vous êtes un magasin, un entrepôt, vous fonctionnez 24/24, c'est une mini-famille et c'est un microcosme de la vie, puisque vous avez toutes sortes de gens. 14% issus d'immigration quand même, 55% de femmes sur 100 000 collaborateurs en France. Enfin voilà, ça parle. Et oui, on a tout et tout le monde peut bien vivre chez nous. Mais c'est important de le dire. Merci pour votre témoignage. Frédéric, vous avez parmi vos établissements au sein du groupe Omnes des établissements notamment qui forment des futurs managers, que ce soit vos établissements écoles d'ingénieurs, vos établissements sur le tous. Le sujet. On va faire ça. Tous. Voilà. Merci. On l'a évoqué, ce sujet de la sensibilisation, et on l'a vu dans les chiffres, 58% des personnes, des jeunes n'ont pas reçu de sensibilisation sur le sujet ou de formation. Est-ce que vous incluez ou vous avez projeté d'inclure ce sujet de la RSE dans la globalité et de la lutte contre la LGBT-phobie dans vos parcours de formation ? Alors oui, et comme je l'ai précisé, on le fait tout au long du parcours. Donc clairement, en fait, c'est distillé au fil de l'eau. Je ne vais pas redonner tous les exemples, mais la réponse est clairement oui. Et je ne sais pas si on doit se préciser spécifiquement les formes à nouveau, mais ça passe par des événements, ça passe par de la sensibilisation, ça passe par des modules de formation, ça passe par aussi des temps d'échange qui sont très importants. On oublie en fait les choses très informelles, mais un rapport tout simplement à son prof ou sa prof, à la responsable scolarité ou le responsable scolarité, et même tout simplement à ses camarades. Mais en fait, le lien humain aide beaucoup. Donc le dialogue est très important pour s'épanouir. Et si je peux citer une chose, je citerai juste au moment de la signature, on avait des témoignages d'étudiants. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas parce que le temps est compté. Mais je voudrais juste citer un étudiant qui nous a dit, en fait, toutes ces actions-là, et c'était plutôt touchant comme témoignage, toutes ces actions-là, en fait, elles permettent de vivre son parcours étudiant comme n'importe quelle personne dans les meilleures conditions. Et de se réaliser, c'est ça qui m'a touché, c'était de pouvoir se réaliser en tant qu'individu et exister pleinement. C'est les mots qu'ils ont utilisés. Et ça veut tout dire, en fait. Ça veut dire que les actions qu'on a pu mettre en place, les vécus qu'ils ont pu avoir aussi en camaraderie, donc d'étudiants à étudiants, ça leur permet de s'épanouir et à terme d'être professionnellement les managers, les professionnels inclusifs et bienveillants de demain. Merci Frédéric. Un des enseignements aussi qui nous a marqué à l'autre cercle sur cette étude, c'est le malaise face au coming out et le malaise notamment face au coming out trans. Alors, on a sorti le 26 mars dernier notre guide Agir sur les transidentités et binarités, et on l'a vu, cette enquête ne déroge pas malheureusement au sujet, comme quoi c'est un vrai sujet à la fois sur la visibilité, sur le bien-être de ces personnes et sur une certaine forme d'incompréhension. C'est aujourd'hui un sujet qui manque de pédagogie dans la globalité. Et justement, Chloé, dans le plan d'action que vous portez au niveau du ministère, est-ce que ce sujet est pris en compte et contient des actions spécifiques ? Oui, effectivement, nous, on l'a pris en compte on l'a pris en compte parce qu'un ensemble de représentants d'établissements, d'associations et de personnes concernées sont venus vers le ministère avec une forte demande dès 2018, notamment autour de la question du prénom d'usage. C'est pour ça qu'il y a eu une circulaire, pas une circulaire, justement, un courrier adressé à l'ensemble des présidences d'universités et directions d'établissements pour encourager l'utilisation du prénom d'usage pour la population étudiante et les personnels. Et dans le cadre du dernier plan d'action national
de lutte contre la LGBT-phobie, une mesure avait été placée pour justement faire l'état des lieux de ce courrier, de l'application de ce courrier. Et donc pendant un an, entre février 2024 et mars 2025, j'ai piloté un groupe de travail en collaboration avec les représentants d'établissements, les associations, dont l'autre cercle, je remercie pour leur contribution. Également la chaire LGBTQI+, nos réseaux de missions, de chargés de mission égalité et le CNUS pour faire un état des lieux, faire des remontées de terrain sur la prise en compte de l'identité de genre et le respect des personnes trans et la lutte contre la transphobie par les établissements. Donc on a eu plusieurs auditions d'associations étudiantes, d'universitaires et de chargés de mission. Et on a également déployé une enquête sur les actions de lutte. Alors on avait souhaité faire plus large que juste l'action de lutte contre la transphobie, mais des actions de lutte contre la LGBT-phobie au sein des établissements, qui nous a permis d'avoir des données qui ont contribué qui ont nourri la rédaction d'une note de cadrage sur le respect de l'identité de genre, donc qui permet vraiment de renforcer le cadre national et de préciser nos directives et nos recommandations sur la prise en compte spécifiquement de l'identité de genre et de la lutte contre la transphobie. Donc c'est un document qui devrait sortir prochainement, toujours dans le but d'outiller les établissements, aussi de sensibiliser les personnes sur ces questions-là et de repréciser auprès des personnes concernées leurs droits. On a aussi un travail qu'on mène avec l'association À Outrance depuis fin 2023 qui déploie des actions de sensibilisation au travers de webinaires, d'actions en présentiel au sein des établissements et qui nous aide aussi sur le travail à faire sur qui est une autre mesure du plan, sur l'intégration de modules de formation sur la LGBT-phobie au sein des formations initiales de santé et de parcours médical. Donc ça, c'est aussi un travail qu'on mène en collaboration avec À Outrance. Et peut-être préciser, parce qu'il me semble l'avoir oublié justement sur ma première intervention, que dans notre but d'outiller l'établissement sur comment enquêter, on a souhaité intégrer notamment la question d'enquêter, d'avoir des données plus inclusives au niveau des établissements. Et donc c'est un nouveau groupe de travail qu'on débute demain avec là aussi associations, partenaires, parties prenantes habituelles, où on va travailler à comment un établissement peut intégrer dans ces remontées, dans ces données institutionnelles qui sont collectées à travers lors des entrées, lors des nouveaux arrivants et autres, des inscriptions pédagogiques, à inclure les questions d'identité de genre, à avoir des données inclusives qui après permettent aussi de faire un meilleur état des lieux sur ces enjeux. Donc c'est un travail qu'on commence dès demain, notamment avec la communauté scientifique. Merci Chloé. Sur ces sujets justement des transidentités et de la non-binarité, quelles actions Charlène au sein du groupe Carrefour et Frédéric au sein du groupe Omnes vous menez plus spécifiquement et quel accompagnement aussi vous apportez aux personnes concernées? Alors nous, la question de la transidentité, elle est traitée comme toutes les questions de genre, surtout avec la sensibilisation et l'information. Mais il y a 3 axes majeurs. Il y a déjà la ligne managériale. Pour nous, le manager, il est en première ligne. Déjà, c'est lui qui voit 2 fois par an chacun de ses employés, puisque chez nous, on a des moments de suivi par an où on aborde les sujets professionnels, compétences et aussi personnels s'ils le souhaitent. Mais c'est aussi eux qui ont besoin d'être formés, soutenus, à accueillir aussi la parole des gens sur ce sujet et savoir comment la traiter d'un point de vue bienveillant, professionnels surtout, parce que c'est important, et leur donner les moyens d'agir. Donc oui, on a nos outils qui sont prêts informatiquement, parce qu'on a parlé des RH, qui sont prêts informatiquement pour toute demande concernant le genre. Donc ça, c'est bon. Ensuite, il faut qu'on accompagne la personne elle-même. Donc on a fait la ligne managériale, ensuite on accompagne la personne elle-même, parce que c'est quand même une démarche individuelle. Les personnes ne veulent pas forcément le même accompagnement. Donc nous, c'est important que la personne elle, se sente bien,
accompagné et dans le respect. Et puis, c'est aussi tous les collègues autour. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on travaille en équipe. C'est 250 personnes par magasin ou 500 par entrepôt. Et c'est important aussi parce qu'il y a plein de non-dits. Il peut y avoir des méprises. Il peut y avoir aussi des réactions contraires à un collègue qui veut rentrer dans un parcours. Et pour nous, ce qui est important, c'est d'accompagner tous ces collègues, justement, pour que l'environnement de travail soit un environnement de respect de chacun et aussi d'information. Parce que oui, on a beau être adulte, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les informations et 10 fois vont avoir des questions, je vais pas dire des questions curieuses, mais qui peuvent être inappropriées vis-à-vis de la personne. Et c'est aussi pour que chacun comprenne exactement comment ça se passe. Et ça, c'est important pour nous. Pour l'instant, à date, on n'a pas eu de demande, mais il faut savoir qu'on est très à l'écoute et qu'on travaille sur le sujet. Et parce que justement, si jamais un jour on a une démarche, ben on va être prêt à ce que les 3 axes principaux, on puisse accueillir les gens. Merci Charlène. Frédéric, au sein du groupe Omnes, comment vous accompagnez justement les personnes concernées par ces sujets ? Alors justement, pour rester sur la thématique RH, donc il y a un triple engagement en fait, et notamment désormais avec la nouvelle signature de la charte d'engagement LGBTQ+, même si on avait déjà fait des prémices, on va dire, par nous-mêmes, on est content d'avoir un cadrage supplémentaire et de pouvoir déployer de nouvelles opérations. Pour la partie RH, donc ça va concerner principalement les personnels administratifs et le corps professoral. Donc là, on forme tous les managers en fait, avec prochainement des formations contre les biais, notamment, dont les biais de genre. Et pour la partie, on va dire, plus opérationnelle, conseil pratique, pour rester sur l'analogie avec le parcours, c'est un cercle en fait. On commence au moment des admissions, comme je l'ai dit. Là, j'ai devant moi la fiche pratique pour les jurys de nos admissions. Il y a clairement une section qui s'appelle Identité de genre, les modes de la sociabilisation cisgenre et non binaire. Et donc ça explique, il est conseillé d'accueillir le candidat ou la candidate par les prénoms et noms indiqués sur les documents qui vous sont communiqués, en évitant, comme je l'avais dit tout à l'heure, d'utiliser madame ou monsieur. Cela permettra à la personne de se présenter au féminin ou au masculin, ou de manière neutre, sachant que, c'est précisé puisqu'on a aussi beaucoup d'étudiants internationaux, sachant que le masculin en français sert parfois de neutre, et on a également toute une partie sur l'ensemble des LGBT-phobies, donc on a une approche assez similaire par rapport à Charlène, par rapport au groupe Carrefour, voilà, où on demande d'éviter les commentaires désobligeants fondés sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Par exemple, dire que la transidentité est anormale, ben non. Et clairement, en première page, on a rappelé que c'est un délit et que c'est 1 500 € d'amende. Voilà. On rappelle aussi que de base, dans le Code de l'éducation, c'était recommandé depuis 2019, si je ne dis pas de bêtises, Chloé, d'encourager justement le respect de ces personnes-là. Et pour vraiment boucler la boucle, on va dire, une fois que les étudiants sont admis, on a mis en place une procédure informatique, nous aussi, interne, liée à la scolarité, avec le prénom d'usage. Donc on peut tout à fait faire ça jusqu'à la diplomation, et après par contre on ne peut pas influencer sur l'état civil, ça c'est dur, ça concerne l'État et la préfecture. Merci à vous. Alors avant de clôturer cette table ronde, est-ce que Chloé, vous auriez un mot pour la fin peut-être ? Vous dire qu'on va continuer à travailler avec nos partenaires associatifs. Je pense que ça a été vraiment, en tout cas, une priorité lors de nos renforcements de nos actions. Ça a été d'aller vers les associations qui menaient déjà un travail essentiel sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place un ensemble de partenariats pluriannuels qui prennent fin aujourd'hui, mais qu'on va renouveler pour l'année à venir. Également ravi d'accueillir au sein du ministère, du coup le 4 novembre, la resignature des chartes d'engagement de l'autre cercle et la publication du guide jeune qui sera vraiment important. On sait que ça vient nourrir un angle mort sur la question des jeunes dans leur parcours professionnel au sein de leurs études. Donc voilà, je remercie vraiment l'autre cercle pour ce travail et on reste à disposition pour collaborer ensemble. Merci.
100 000 personnes, l'ordre de grandeur de ces plaintes par an, et si vous voyez une augmentation ou au contraire une diminution de ces plaintes. Alors, je pense que je vais vous surprendre. J'ai plus de plaintes sexistes que de plaintes LGBTQ+, en toute honnêteté. Et je peux avoir des plaintes religieuses, mais c'est très, 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 très peu, parce qu'en fait, ils préfèrent passer par mes rôles modèles et en fait envoyer par mail. Parce que ça gomme la distance de passer par un télécom. Et ils ont une réponse assez rapide. On a la possibilité de se voir. On parlait d'échange et de communication. Je pense que l'échange en vis-à-vis, ça remplace rien d'autre. Mais non, j'ai pas sur les LGBT. J'ai sur du sexisme, malheureusement. Voilà. Mais j'ai pas sur les LGBT. C'est plus de savoir, est-ce que je peux me permettre de dire que, parce que la vie personnelle est dans la vie professionnelle, et on rentre tous de week-end et on parle tous de notre week-end. Est-ce que je peux dire que j'étais avec mon conjoint? Est-ce que je peux montrer la photo? Est-ce que je peux le soir aller en after avec les autres et ramener ma conjointe? C'est plus ça. Est-ce que je vais être jugée? Est-ce qu'on va me dire quelque chose? Ben non, fais-le. Il n'y a pas de raison. Donc c'est plus des codes, en fait, que plutôt que des choses qui se passent mal. Ou alors, je ne suis pas au courant, mais il faut savoir que la chance qu'on a, c'est qu'on connaît presque tous les directeurs. On a des directeurs de territoire, enfin, on a vraiment une échelle. Et vraiment, il faut savoir que même les graduates dirigeants, parce qu'on a des programmes, obligatoirement sont sensibilisés sur le D&I, parce que c'est nos futurs patrons. Et si les futurs patrons, dès le départ, ils savent ce qu'il faut faire en matière de recrutement, en matière d'égalité, et ben, tout de suite, toute la ligne suit. Mais non, ça, j'en ai pas, je suis désolée. Je vous remercie. Mais j'en suis très heureuse. Alors, je suis désolé, on ne va pas avoir le temps de prendre d'autres questions, mais vous pourrez après, vous restez, je crois, après pour le moment d'échange, donc vous pourrez poser vos questions à ce moment-là. Je passe la parole tout de suite à Raphaël Benamou qui va vous présenter la suite de cette conférence. Merci à vous quatre. Des propos inspirants, éclairants et qui donnent envie d'agir. Et finalement, c'est là-dedans que réside... c'est comme ça qu'on fait bouger les lignes. Donc merci à vous quatre. C'est très inspirant pour vos propositions concrètes. Alors effectivement, on n'a pas vraiment le temps de prendre des questions-réponses, mais rassurez-vous, cette conférence se conclut par 30 minutes de collation, pot de l'amitié, échange. Donc vous aurez toute l'occasion de parler avec les personnes que vous avez vues sur scène ou peut-être avec d'autres personnes de l'Assemblée. Je pense qu'on a beaucoup de choses à partager, à se dire. Aussi, je profite de cette petite intermède avant de passer à la conclusion pour vous rappeler que n'oubliez pas de partir avec des livrets de présentation des résultats de l'enquête. C'est très intéressant et inspirant, et notamment parce qu'on y retrouve des paroles d'étudiants et d'étudiantes, comme vous l'avez présenté tout à l'heure. On a des paroles de Roméo et de Clara Louisa, qui sont deux étudiants et étudiantes qui mettent en avant leur parcours et leur perception et de pourquoi c'est important de travailler sur ces sujets pour ces personnes-là. Donc, je vous invite vraiment à ne pas oublier ces petits questionnaires. Ces petits livrets fascicules qui d'ailleurs seront aussi disponibles en libre lecture sur notre site web en version digitale. C'est le cas pour l'ensemble de nos productions. Il suffit de se connecter sur autrecercle.org et vous retrouverez l'intégralité de nos contenus, donc nos guides carrément, les baromètres des 4 dernières éditions, l'enquête parcours jeune, nos fiches pratiques. N'hésitez vraiment pas. C'est en libre accès. On travaille pour justement alimenter la réflexion de tous et toutes, donc n'hésitez pas à aller piocher dans ces ressources. Juste avant de laisser la conclusion à notre président, je vais passer la parole à Catherine qui va nous parler des prochaines étapes et des prochains grands jalons de l'autre cercle. Merci Raphaël. Alors, on dit qu'on se calme à l'autre cercle, on essaie d'en faire un peu moins et de capitaliser sur ce qu'on a produit, mais finalement on a quand même 4 trucs pour le deuxième semestre. Alors d'abord, on a l'édition des rôles modèles, la 7e édition des rôles modèles qui sort le 30 septembre. Vous recevrez effectivement l'invitation, vous aurez une communication sur le sujet. Ce que j'ai tout à l'heure, le jury se réunit bientôt et nous avons en tout cas reçu de très très jolis dossiers et beaucoup de dossiers, donc on est ravis de ça. On va aussi lancer à la rentrée le baromètre, l'édition du baromètre 2026, qui, alors,
toujours administré sur la base du volontariat par les organisations signataires de la charte. Et pour la première fois, on va donner l'opportunité à des entreprises, organisations publiques qui ne sont pas signataires de pouvoir aussi participer, pouvoir se benchmarker et voir un petit peu une sorte d'audit et d'état des lieux. Donc si certains d'entre vous ne sont pas signataires, écoutez, regardez attentivement. Travail préparatoire, parce qu'on le fait effectivement avec l'Institut de sondage, et pour que ça puisse être administré en début 2026, il faut tout un travail de paramétrage, et donc d'avoir une réponse un peu ferme. Julien, octobre, octobre, on soit à peu près clair à 90% de celles et ceux qui participeront. Évidemment, ce baromètre est toujours ouvert à tout le monde, hein, ce n'est pas ciblé vers la population spécifique, et c'est important pour nous d'avoir aussi le retour des collègues hétéros face à une politique inclusive ou non en la matière. Le guide jeune, eh bien donc, comme Chloé l'a rappelé, nous allons le présenter, donc le 4e guide de la collection Carrément, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche au mois de novembre. Et puis on aura donc une dernière séance pour l'année 2025 de resignature collective, comme celle que nous avons eue aujourd'hui, qui sera le 11 décembre. Et ce sera le groupe La Poste qui nous accueillera dans le 15e, près de la porte de Versailles. Voilà, maintenant, parole finale. Mon cher Florian, à toi. Merci Catherine. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous ne faisons pas couvrir une nouvelle page, nous lançons un signal d'alarme. Pour la première fois en France, l'autre cercle prend le pouls de l'inclusion LGBTQ+ chez les jeunes, à travers cette étude inédite sur leur parcours de leur enseignement jusqu'au monde professionnel. Et ce qu'ils nous disent est sans détour, la société ne protège pas assez. Un environnement LGBTQ+ friendly, manifestement, un quart des jeunes ne le pensent pas pour leur établissement. Et 2/3 estiment que le monde du travail ne l'est pas. 2 jeunes sur 3 n'ont jamais été sensibilisés à la prévention des LGBT-phobies. Et plus de 3/4 des jeunes LGBT+ ont entendu des insultes pendant leur étude. C'est cela aussi, aujourd'hui, leur réalité. Une jeunesse qui s'autocensure, qui se tait, qui redoute, dès l'arrivée dans l'école, un stage, une entreprise, de devoir masquer qui, elle et ils sont. Un jeune qui doute de sa place, de son avenir, de sa légitimité, et à être pleinement elle-même. Mais cette étude est aussi une promesse, celle d'une génération qui refuse de faire semblant, qui ne contestera pas plus les mots qui attendent des actes. 2 jeunes sur 3 sont prêts à s'engager pour faire avancer leurs futurs employeurs. 3 sur 4 considèrent que l'inclusion comme un critère déterminant pour choisir une entreprise. Et ce n'est pas une attente isolée, c'est un besoin vital, reconnaissant et de sécurité. Aux employeurs, signez et re-signez la charte d'engagement LGBT+, mais surtout faites-la vivre par des actions, des formations, des réseaux internes, des politiques concrètes. Soyez à la hauteur de votre signature. Et si vous voulez vraiment attirer les jeunes talents, alors il faut vous engager avec sincérité, avec conviction sur la question LGBTQ+. Plus qu'une affiche, plus qu'un affichage, ils attendent un cap, une preuve, une cohérence. Et c'est ce que nous leur devons. Aux établissements d'enseignement supérieur, la charte d'enseignement supérieur n'est pas une vitrine, c'est un engagement à transformer les lieux d'études en espaces sûrs et ouverts, formez, agissez, visibilisez. Aux acteurs publics de l'enseignement, la passivité n'est plus une option. L'école, le lycée, l'université doivent être des lieux où l'on apprend aussi l'égalité, le respect, la dignité. Des politiques visibles et assumées doivent être mises en place maintenant. Parce que le combat n'est pas théorique, il est humain, il est urgent et il est personnel. Il est à l'image des jeunes bénévoles et dirigeants de l'autre cercle, notamment son vice-président Guillaume, qui incarne cette génération, qui n'accepte plus le silence, qui s'affirme et qui agissent, et qui nous rappelle que notre responsabilité collective est imminente. Ne plus reproduire ce que tant ont déjà subi. Nous n'avons pas le droit de laisser cette jeunesse retourner dans le silence. Nous ne devons pas leur imposer nos placards. Nous devons leur ouvrir toutes les portes. Et cela commence par des engagements concrets, publics, visibles,
des faits, je veux conclure par remercier chaleureusement Julien Ami, Raphaël Benamou, Fanny Lani, Charles Roch, qui ont travaillé sans relâche, Charles-François Perronne, André Faucon, Quentin Loris, Guillaume Savoie et Catherine Tripon, ainsi que tous les bénévoles qui se sont impliqués sur ce projet. Et un immense merci à BVA pour son accompagnement dans cette étude inédite. Oui, c'est ensemble et par l'action que nous ferons tomber les derniers placards, pas pour nous, pour elles, pour ils, pour eux, pour demain. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Évidemment, on remercie chaleureusement Accenture, Elodie, ses équipes, Sarah. Merci beaucoup à toutes les équipes d'Accenture de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été présents et présentes en nombre. À très vite pour de nouvelles aventures. Le samedi, le char, la marche des fiertés, n'oubliez pas, on y sera. On aura un char, numéro 40, il me semble, avec Accenture, évidemment. On va s'amuser, venez comme vous êtes, et puis on vous attend pour défiler. Voilà, à samedi.